J'utilise un mix de canaux de commercialisation, à la fois des solutions digitales et à la fois des solutions en vrai, c'est-à-dire des solutions qui me permettent d'aller au-devant de la clientèle et de la rencontrer, donc au travers de pop-up stores, pour pouvoir effectivement aller au contact de la cliente, essayer de comprendre et de percevoir ses attentes et puis la manière dont elle perçoit le produit. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Le temps de ces épisodes, nous disséquerons les expériences de commerçants, sociétés et startups qui ont franchi le pas de la digitalisation, que ce soit en amont ou bien en réaction à la crise sanitaire. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté, qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2021 à Porte de Versailles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Pierrard, fondatrice et CEO de la marque Souliers, escarpins et bottines pour femmes made in France, fabriqués à partir de matières naturelles et durables et sans matière première animale. Au cours de cette émission, Isabelle nous présentera sa marque et ses différents canaux de commercialisation. Elle nous racontera également pourquoi et comment elle s'est lancée dans le e-commerce, les solutions qu'elle utilise, les résultats obtenus que ce soit en ligne ou via en point de vente. Enfin, elle vous donnera de précieux conseils pour faire vous aussi le grand saut dans l'univers du e-commerce. Bonjour Isabelle, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Voix du e-commerce. Bonjour Claire, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors Isabelle, pouvez-vous nous décrire rapidement votre société et les produits ou services commercialisés ? Alors, j'ai créé la marque Souliers en 2019, j'ai créé la société et c'est une marque qui commercialise, comme vous l'avez dit, des chaussures pour les femmes qui sont réalisées en France, à Paris plus spécifiquement, puisque nous avons été labellisés fabriqués à Paris, à partir de matières éco-responsables, soit issues de recyclage de matières végétales, soit à partir de tissus éco-conçus, là aussi issus de recyclage ou réalisés de manière éthique. Donc ce sont des chaussures à destination des femmes, comme je le disais, donc escarpins, bottines, avec une nouvelle collection ballerines et derby pour la collection d'été, et un système de précommande également qui est tout nouveau pour la collection printemps-été 2021. Merci Isabelle pour cette présentation. Quels sont les canaux de commercialisation utilisés ? J'utilise un mix de canaux de commercialisation, à la fois des solutions digitales et à la fois des solutions en vrai, comme j'ai tendance à dire, c'est-à-dire des solutions qui me permettent d'aller au-devant de la clientèle et de la rencontrer, donc au travers de pop-up stores, pour pouvoir effectivement aller au contact de la cliente, essayer de comprendre et de percevoir ses attentes et puis la manière dont elle perçoit le produit. Et c'est vrai que le fait d'être en présentiel, c'est quand même un élément très appréciable, versus effectivement les solutions digitales qui sont très performantes, mais qui ne permettent pas justement de rencontrer directement la cliente en réel. Très bien. Et alors, en quelle année est-ce que vous avez commencé la vente en ligne et à partir de quel moment vous êtes lancé justement dans le commerce physique ? Alors, j'ai créé mon site en janvier 2020. Il a été lancé en janvier 2020. Donc, c'est tout récent alors. Voilà, c'est tout récent. Et autant vous dire que avec la crise qui nous est tous tombée dessus et les confinements successifs, c'était une très belle opportunité d'avoir effectivement cette visibilité en ligne. Parce que bien sûr les ventes en réel dans les boutiques ou les pop-up stores étaient impossibles. Donc c'est vrai que ce site internet m'a permis d'avoir une vraie belle visibilité, de pouvoir présenter mes produits, de pouvoir effectivement expliquer grâce bien sûr à des communications sur les réseaux sociaux, de pouvoir expliquer l'ADN de ma marque, mes engagements, etc. Et puis de pouvoir faire connaître les produits en attendant de pouvoir effectivement aller au-devant des clientes et de pouvoir leur montrer et les faire essayer.
essayer, parce que c'est vrai que la particularité quand même de la chaussure, c'est aussi d'essayer. C'est-à-dire que un vêtement, on peut imaginer de se rendre compte, on peut en fonction des tailles avoir un peu plus la capacité à se rendre compte à distance. C'est vrai que pour la chaussure, ça peut être plus complexe. Alors une fois qu'on a l'habitude d'une marque, on sait qu'on peut commander sa taille sans problème, mais il faut créer justement ce lien, cette fidélité au début, et le fait de pouvoir faire essayer est très important. D'accord. Alors, vous me parliez tout à l'heure de la crise de la Covid-19. Est-ce que pour vous, ça a été un catalyseur du lancement de votre activité e-commerce? Alors oui, évidemment, parce que j'ai tendance à dire un peu brutalement, oui, j'ai mis le paquet sur le digital, mais comme beaucoup d'entre nous, et puis évidemment, ça paraissait très évident, bien sûr, de se concentrer sur les solutions digitales. Et je pense que s'il y a un élément positif, si on peut dire ça, par rapport à la Covid, c'est vrai que c'est celui-là, c'est d'avoir effectivement cherché de nombreuses solutions pour pouvoir effectivement être présent de manière plus soutenue et plus forte de manière digitale. Et c'est vrai que j'ai bichonné et chouchouté mon site internet, j'ai fait faire des tas de mises à jour, mis au point un système d'emailing qui est directement plugué sur mon site internet. Bien sûr les liens avec les boutiques Instagram, Facebook, etc. Enfin, tout ça est très en lien, bien sûr. C'est évident que ça a été un catalyseur, bien sûr, et que ça permettait d'être présent, de pouvoir donner des actualités et dire qu'on existait. Mais l'événement de la Covid, c'est sûr qu'au moment du lancement d'une marque, c'est quand même pas la période la plus rêvée. Mais bon, voilà, il faut faire avec ce qu'on a, et dans ces cas-là, il faut utiliser tout le potentiel possible au moment opportun. D'accord. Alors, vous êtes justement lancé en plein Covid, on va dire. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Faites-nous un peu rentrer dans les coulisses justement du lancement de votre activité e-commerce. Le lancement, il s'était fait un peu sur la fin de l'année 2019 avec une collection automne-hiver qui était arrivée en fin d'année, et puis un salon en janvier, le salon Who's Next, donc pour présenter effectivement les collections. Mais bon, dans un contexte assez compliqué, si on se souvient du contexte de janvier 2020, était quand même pas simple, avec les grèves, il y avait quand même énormément d'éléments qui étaient pas très favorables. Et puis après, cet événement. Donc, effectivement, c'est un moment en fait d'abattement au début, un peu, parce qu'on se dit waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai raison de me lancer? Est-ce que j'ai raison de continuer? Est-ce qu'il faut pas que je me mette plutôt dans ma coquille et que j'arrête tout? Et en fait non, moi je me suis justement dit qu'il fallait absolument appuyer sur le bouton, et puis en fonction de la trésor qu'on peut avoir, bien évidemment, parce que c'est toujours très important de garder un œil sur sa trésor, mais bon voilà, d'être très fort sur les réseaux sociaux, d'être très fort aussi en emailing pour rassurer les clientes, leur dire que les souliers, on continuait à les avoir, qu'on pouvait leur envoyer dans de bonnes conditions aussi de traitement et d'envoi, parce qu'il y a tous ces éléments-là aussi qu'il fallait prendre en considération, c'est-à-dire ne pas non plus exposer les personnes qui étaient censées livrer nos souliers. Il fallait pas trop les exposer pour il fallait les préserver, et en même temps il fallait pouvoir continuer à développer son business et rassurer les clientes, et puis surtout leur dire qu'on était toujours là, qu'on était présent, et qu'il fallait pas non plus qu'elles nous oublient, il fallait qu'elles nous soutiennent. D'accord. Donc c'est un mix de tout ça qui est en fait une énergie qu'on va chercher, mais ça c'est l'énergie de l'entrepreneur aussi, hein. Quand on se lance, de toute manière, il faut en avoir à revendre, parce que sinon ça fonctionne pas. Isabelle, merci. J'aimerais à présent qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, et j'aimerais savoir quelles solutions digitales utilisez-vous aujourd'hui pour vendre à la fois sur Internet, mais aussi peut-être est-ce que vous vous en servez pour vendre en boutique? Oui, alors moi je mixe vraiment les deux, donc site internet comme je vous disais avec système d'emailing, bien sûr les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, avec une boutique qui est intégrée et qui est en lien. Quelques marketplaces avec lesquels je travaille. J'ai réduit considérablement le nombre parce que j'y trouvais pas forcément mon compte. J'ai un positionnement de marque avec un prix qui est quand même, on va dire, un petit peu premium. Oui. Et donc il fallait que je trouve effectivement des marketplaces qui soient adaptés à la fois à mon offre éthique et engagée, mais en même temps, qui est une cible de clientèle
entre guillemets pas trop jeune parce que pas avec un pouvoir d'achat Ouais. qui permettait d'acquérir mes souliers. C'est intéressant ça parce qu'on en parle beaucoup au travers de nos podcasts, au travers des web talks de Paris Retail Week. Donc n'hésitez pas à nous dire pourquoi, expliquer justement pourquoi il y a certaines marketplaces auxquelles finalement vous n'avez plus fait appel avec du recul aussi. Oui, voilà. Alors il n'y a pas de dénigrement, mais simplement, alors moi je trouve que les marketplaces, à mon sens, pour certaines, ne communiquent pas suffisamment et donc n'ont pas une base, à mon avis, de données clients suffisamment importante pour pouvoir drainer effectivement du business dessus. Bon, ça, je pense que il y a peut-être un modèle économique à revoir là-dessus. Je pense qu'effectivement, les systèmes d'abonnement ou de fees qui sont payés par les marques, il faut effectivement dans ces valorisations, il faut qu'il y ait une communication digitale très forte de la part des marketplaces, justement pour acquérir ces bases de données. C'est extrêmement important et c'est sur ça qu'après elles vont fonctionner. Qu'est-ce que vous entendez, pardon, Isabelle, par fees? Les commissions qui sont prises, c'est peut-être pas le terme, c'est plutôt commission le terme. Les commissions qui sont prises, c'est-à-dire que vous avez à la fois sur certaines marketplaces un mix d'abonnements et de commissions qui sont prises sur les ventes. Parfois, c'est quand même un peu lourd parce que sur des jeunes marques qui ont des marges très réduites, surtout sur du fabriqué en France, on a quand même des marges assez limitées. Bon, parfois, ça peut faire beaucoup. Mais si effectivement, il y a un vrai volume de clientèle, et si effectivement, il y a du business, il y a du volume, bon, ça peut s'intégrer, ça peut se comprendre. Mais quand il y a les deux et qu'il n'y a pas de business, bon, à un moment donné, on peut pas payer de tous les côtés et sans avoir effectivement de volume d'achat. Et après, il y a la typologie de clientèle. Et effectivement, la typologie, si ce sont des personnes un peu trop jeunes, eh bien effectivement, moi, des 15-25 ans, c'est pas du tout mon cœur de cible. Moi, je suis plutôt sur un cœur de cible qui va être du 35-55, c'est-à-dire et donc là, eh bien, il faut effectivement avoir des marketplaces qui à la fois puissent proposer les mêmes valeurs que celles qui m'animent, qui sont l'ADN de ma marque, donc engagée, responsable, éthique. Bon, moi j'ai un volet vegan aussi en plus, et à la fois, eh bien, comme je disais, effectivement, ce volume. Donc j'ai réduit énormément le nombre de marketplaces avec lesquels je travaille parce que voilà, je n'y trouvais pas mon compte. Donc, vous l'avez adapté finalement à l'ADN de votre marque. Exactement, tout à fait. Donc voilà pour les parties digitales. Et puis après pour les parties physiques, donc pop-up store. Ça, j'ai fait pas mal d'expériences, que ce soit dans des boutiques, que ce soit des boutiques dans des centres commerciaux. Voilà, donc j'ai fait différentes expériences pour essayer de me faire une idée. Encore une fois, dans un contexte très compliqué, c'est-à-dire que j'ai eu des expériences juste avant le premier confinement, des expériences entre le premier et le deuxième, des expériences entre le 2 et le 3. Enfin, bon, donc j'ai eu pas mal d'expériences différentes jusqu'à en ce moment où ma marque est présente dans un concept store à Boulogne, dans un centre commercial. Ce sont des expériences très positives pour moi parce que, comme je le disais, au risque de me répéter, aller au-devant du client, c'est vraiment extrêmement important. Moi, je suis très attachée à l'expérience client. J'ai envie de savoir ce que mes clientes pensent de mes chaussures. J'ai envie qu'elles les essaient. J'ai envie de les voir porter, voilà. Et comme j'ai changé aussi mon modèle économique en allant sur de la précommande pour justement être beaucoup plus alignée avec les valeurs de ma marque, c'est-à-dire pas de stock, parce que d'abord ça forcément ça monopolise beaucoup d'argent, et puis vous n'êtes pas assuré de toute manière d'avoir bien su quel type de chaussure pour quel type de taille, etc. C'est quand même très complexe la chaussure. Donc finalement, Isabelle, les clientes, elles vont essayer dans ces pop-up stores vos chaussures et en fait, elles les précommandent, c'est-à-dire qu'elles repartent pas tout de suite avec. Hein, c'est exactement, ça, en fait. Exactement. Okay. Et pour vous, ça vous permet justement d'avoir une flexibilité, je dirais, sur ce stock en fait. Hein. Ça me permet absolument d'avoir une flexibilité et aussi pour la cliente d'avoir accès à une personnalisation, parce que du coup, je leur propose de choisir les tissus, les textiles, les matières qu'elles souhaitent. Et elles choisissent vraiment ce qu'elles veulent. Donc, elles peuvent faire un modèle qui est tout à fait unique et qui n'est pas forcément proposé. En termes de solutions, Isabelle, est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Et si oui, pourquoi? Moi, j'avoue que j'aime bien les réseaux sociaux parce que je trouve que bon, on peut arriver à... Donc, c'est plutôt un canal que vous priorisez finalement. Oui, j'aime bien. Alors bon, je trouve qu'Instagram, alors bon, ça paraît peut-être facile à dire parce que beaucoup de gens peut-être répondent ça, mais je trouve que Instagram permet vraiment de mettre en avant, de valoriser le produit, d'expliquer et puis de connecter directement à la boutique et de connecter au site de vente. Donc
je trouve qu'il y a vraiment un lien qui est très fort et j'aime bien effectivement ce canal de vente. Et après, je dirais que si je pouvais effectivement avoir les deux en permanence, j'aimerais bien aussi avoir une boutique, enfin un endroit effectivement réel, vrai, concret, pour y être en permanence. Maintenant, voilà, les coûts sont ce qu'ils sont en ce moment, et donc ne me permettent pas de le faire à date. Donc c'est un next step. Mais c'est vrai que la présence est importante, je pense, et le fait de pouvoir montrer ces produits et de pouvoir les faire essayer, c'est vraiment très très important. Donc je reste très attachée à cette solution aussi réelle. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles durant justement cette stratégie e-commerce que vous avez mis en place et que vous mettez toujours en place? Oui, des obstacles, bien sûr, on en rencontre toujours. Alors, il y a bien sûr tous les obstacles techniques, qui quand même très souvent ne sont pas simples à résoudre aussi, parce que je vous apprends rien en vous disant que quand on est une jeune marque, on fait beaucoup de choses soi-même. Alors, il faut essayer très rapidement de faire appel à des professionnels parce que c'est extrêmement important, chacun son métier, et donc c'est important de pouvoir faire appel à des gens qui savent faire. Donc dès qu'on peut, c'est vraiment la priorité à donner, et justement surtout cet aspect digital, c'est vraiment important de s'entourer correctement et d'avoir quelqu'un qui maîtrise, qui connaît bien. Sur quelle partie plus particulièrement? Sur la partie site internet, moi Oui. j'ai délégué parce que voilà, je me voyais pas me mettre à apprendre à coder et à faire toutes ces choses-là. Je pense que j'aurais jamais eu le temps de le faire. Et puis voilà, les mises à jour, tout ce qu'il y a à faire. Enfin, voilà, je trouve ça très chronophage, et c'est vrai que je suis Vous vous concentrez plus sur votre produit finalement. Exactement. D'accord. Et puis voilà, enfin la finalité vraiment, au-delà de créer une marque, enfin faut vendre. C'est vraiment c'est ça qui fait qu'on existe et qu'on en vit. Donc à un moment donné, il faut pouvoir se recentrer sur la création quand on est à l'origine, et puis après effectivement la vente, la représentation, la mise en avant, enfin etc. Donc Oui. c'est un des obstacles. Après voilà, c'est la solitude du chef d'entreprise aussi. Ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à. Il faut bien s'entourer, même d'autres chefs d'entreprise, d'autres créateurs, etc. Il faut être dans des groupes pour pouvoir échanger les best practices, les galères, enfin voilà, c'est très important aussi pour essayer de trouver des solutions rapidement. D'accord. Alors justement, toutes ces actions que vous avez mises en place, parce que j'imagine que vous avez dû acheter de la visibilité aussi sur Internet, on n'en a pas encore parlé, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Quels résultats vous avez obtenus justement pour acquérir cette visibilité et vous faire connaître? C'est un travail de longue haleine. Clairement, voilà. Alors, si le site est bien référencé, si tout fonctionne bien, bon, là, ça fonctionne en gratuit, donc là, bon, ça fonctionne bien. Après, effectivement, il faut soutenir, il faut effectivement du Google, bon, ça c'est indispensable. Il faut mettre un budget pas négligeable quand même pour arriver à obtenir des résultats. Mais encore une fois, voilà, c'est un travail de longue haleine. Les résultats, ils s'obtiennent quand même au bout d'un certain temps. Alors, on dit que pour construire une marque, il faut entre 3 et 5 ans. Donc, vous voyez, je suis encore pas encore tout à fait arrivé au premier stade, mais c'est vrai qu'il faut avoir une certaine patience et une certaine il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Ouais, chercher un terme qui soit plus joli que ça, mais il faut rien lâcher. Il faut être endurant, et puis voilà, il faut bien gérer sa trésor. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est vraiment important pour pouvoir durer. Pas faire des one shot, des trucs hyper forts, et puis d'un seul coup ne plus avoir de budget pour pouvoir continuer à soutenir ses actions. Il faut être dans la durée, dans l'engagement. C'est vraiment important. D'accord. Alors, quelles sont pour vous les prochaines étapes concernant votre commerce online ou offline d'ailleurs? Les prochaines étapes, c'est d'être plus performante sur les emailing,
parce que je trouve que mes emailing ne sont pas suffisamment bien gérés. Enfin voilà, j'ai des progrès à faire sur cette partie-là en termes de contenu et en termes de fréquence. Donc je suis en train de travailler dessus et toujours avec mon partenaire d'ailleurs pour systématiser un certain nombre d'actions. Et puis sur la partie physique, continuer à maintenir des présences réelles, mais peut-être au travers aussi de salons, par exemple comme le salon Made in France, enfin en tout cas des actions qui peuvent être aussi des actions dans le cadre de labels. Moi, je disais que j'avais eu le label Fabriqué à Paris, donc il y a des actions aussi qui sont menées par la ville de Paris justement pour les labelliser. Il y a tout un tas de labels qui permettent effectivement d'avoir aussi des visibilités, puis d'être plus fort en étant au sein d'un collectif. Donc il y a des choses très fortes à mettre en place là-dessus. Les actions, c'est ça, c'est continuer bien sûr à soutenir les réseaux sociaux, les Google comme je fais à l'heure actuelle, et mon site bien évidemment, continuer à l'enrichir et à ce qu'il soit toujours le plus performant possible, mais avec un focus emailing, et puis en présentiel effectivement des one shot, mais des choses bien ciblées, bien structurées, parce que là c'est peut-être pas l'objet de votre question, mais on voit que le commerce évolue énormément, et moi je le vois vraiment depuis la reprise, là, depuis le déconfinement. Il y a eu une espèce de revenge shopping la première semaine où les gens ont consommé, et après beaucoup moins. Consommer mieux peut-être. Exactement. Consommer mieux, consommer différemment, réfléchir aussi. Qu'est-ce que j'ai dans ma garde-robe? Est-ce que j'ai besoin d'acheter ce vêtement, ces chaussures? Est-ce que alors je viens, je demande des renseignements, je prends la carte, je vais voir sur le site, et puis je me dis pour l'automne, etc. Mais voilà, il y a des gens, beaucoup plus de consommateurs qui sont dans des actes beaucoup plus réfléchis et qui sont donc sensibles aussi à des marques plus engagées, plus respectueuses, et ils acceptent d'ailleurs d'avoir des produits avec un décalage parce qu'ils sont conscients qu'on va leur fabriquer à la main, à la demande. Mais il y a vraiment un vrai changement de paradigme là sur la manière de consommer, sur l'appréhension de l'acte d'achat. Ça va changer à mon avis la donne pour les magasins, pour les boutiques dans les semaines et les mois à venir. D'accord. Alors en une phrase, quel serait votre premier conseil pour tous ceux qui vont se lancer dans la vente en ligne ? Bien préparer ce qu'on veut mettre sur son site, mais vraiment, c'est-à-dire se faire vraiment un canevas, tout écrire, se dire voilà ce que je veux dire, voilà mes engagements, voilà ce que je veux vendre, voilà comment je veux le présenter, et l'écrire, c'est écrire une espèce de chemin de fer pour bien réfléchir en amont son site pour qu'il soit le reflet le plus possible à la fois de l'ADN de la marque et à la fois de ce que le créateur souhaite mettre en avant, parce que on voit bien que la transcription digitale de ce qu'on pense, elle est rarement copier-coller, donc il y a beaucoup d'aménagements à faire, ça prend énormément de temps, et donc si on n'a pas une vision très claire dès le début de la manière dont on veut que son site soit fait, on perd énormément de temps et forcément un peu d'argent. Donc pour moi, c'est vraiment extrêmement important d'avoir une vision très très claire de ce qu'on veut au final. Très bien. Et votre conseil pour tous ceux qui ont déjà leur site ? Alors pour tous ceux qui ont déjà leur site, modestement, je dirais que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'il faut pas oublier vraiment, c'est que l'objectif du site, c'est de vendre les produits. Donc effectivement, il faut qu'il soit beau, qu'il donne envie, etc. Mais il faut qu'il y ait une vraie belle ergonomie. Il faut que les consommateurs, les clients aillent très vite au produit, puissent très vite le sélectionner et très vite passer, je dirais, dans la case achat. Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire que vraiment créer une marque avec des belles valeurs, c'est très bien, mais si on vend pas, ça sert à rien. Très bien, merci beaucoup Isabelle, j'ai été ravie d'échanger avec vous. Merci pour votre témoignage et ce partage d'expérience. Merci à vous Claire, j'étais ravie également d'échanger avec vous et de partager toutes ces réflexions. Merci infiniment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, iTunes, Spotify ou Deezer, vous abonner ou tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce. Pour accéder à plus de contenu encore, n'oubliez pas de créer votre profil sur Paris Retail Week Connect, la nouvelle place de marché du e-commerce et du commerce connecté disponible à l'année. Sinon, on vous donne rendez-vous sur Paris Retail Week les 28, 29 et 30 septembre prochains pour la grand-messe du e-commerce et du commerce connecté. À très vite!